Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le nouvel ambassadeur de l'Inde et celui d'Israël ont présenté leur lettre de créance au président de la République ce jour. Une coopération concrète et immédiate pour œuvrer ensemble au développement de Madagascar et pour renforcer la relation ont été discutés lors des rencontres à Yavlou. Les détails avec Judika El-Ranjanirin sur les images de Andra Zanjabi. Israël est un partenaire important pour Madagascar. La nomination du nouvel ambassadeur Eliaf Belotserovski dans notre pays va renforcer cette relation. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République Andrzej ce jour. L'Inde a confirmé son partenariat avec Madagascar dans le même objectif qui est le développement du pays. Le nouvel ambassadeur Pandaru Wilson Babu a déclaré qu'il existe de nombreux liens entre les deux pays, ce qui est à l'origine d'une confiance réciproque. Au cours des échanges, le président de la République Andrzej a mis l'accent sur l'objectif de Madagascar de relever tous les défis contenus dans le PEM, notamment la promotion de l'industrie à travers le projet ODOF et l'ouverture de Madagascar aux grands investisseurs. Et Madagascar a reçu une subvention de 65 millions d'ariars pour l'expansion et la création d'un centre de production de semences. Aujourd'hui, la signature a été conclue pour l'utilisation de ce budget qui est un don du gouvernement japonais. Le président de la République Andrzej a assisté à la cérémonie à Yavlou. Ce projet répond à ses engagements envers la population malagasy qui est l'autosuffisance en riz. Toujours un reportage de Judika El-Ranjanirin et de Andra Zanjabi. La région d'Analamang et d'Alochamangour, qui sont les greniers arides de Madagascar, bénéficieront du projet d'extension et de construction d'une usine de production de semences. C'est un domaine qui a régressé ces 10 dernières années, car il y a de moins en moins d'usines de production de semences sélectionnées. Et cela empire à cause de la crise internationale provoquée par la guerre en Russie et en Ukraine en ce moment. Nous avons de nombreux résultats de recherche sur les semences. Et nous avons de nombreuses variétés de semences qui peuvent augmenter le rendement jusqu'à 5 tonnes par hectare, souligne le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il est également important de savoir que l'amitié entre les deux pays date maintenant de 60 ans. Le Japon, qui nous a toujours soutenus à travers les projets PAPRI, FIVAR et bien d'autres. Le nouvel ambassadeur a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République Andrzej à Yavlou. Dans les actualités également, les greffiers suspendront leur grève pendant 3 mois. Ils reprendront donc leur activité à partir du 2 novembre, selon les informations que nous avons reçues. D'après le président du syndicat, Alain Rajamahar, les greffiers laissent le temps au ministère pour répondre à leurs revendications et au cas de réponse non favorable, la grève reprendra en février 2023. Une rencontre s'est tenue mardi dernier avec des responsables auprès du ministère de la Justice où le ministère a proposé d'aider le syndicat dans la préparation des textes qui sont à l'origine des revendications. Le ministère facilitera également l'accès de ces textes au niveau des institutions compétentes en suivant les étapes. Social à présent, 9 communes dans le district d'Ikung subissent encore la malnutrition suite aux impacts des cyclones Emnati et Batirai. Le gouvernement a apporté 64 tonnes de riz par le biais du BNGRC afin d'aider les habitants de ce district. Détail avec Fanjesena Mireille sur les images de Barnienne à 2100. Les communes d'Ambulumadink, Ankarmbelu, Antunding, Belemk, Ifanier, Kalafuti, Saalan, Tanakamban, Tifenkatakat sont les 9 communes qui subissent encore la malnutrition dans le district d'Ikung. Les cyclones Batirai et Emnati, qui ont laissé sur leur passage des séquelles, surtout sur le plan agricole, est la cause de cette situation. Ainsi, le gouvernement a remis 64 tonnes de riz dans le district de l'Ikung, et 20 kg de riz par foyer pour les locaux depuis ce 23 octobre dernier, selon le dire du directeur général du BNGRC, le général Elak Ndjakadze. La malnutrition peut être une des conséquences du passage cyclonique dans notre grande île. Par ailleurs, le BNGRC se prépare déjà pour la saison des pluies.
La surveillance dans les autres régions, dans Asimotsnanan, à Nossi, ainsi que la caravane humanitaire initiée par le BNGRC se poursuivent également, selon toujours les explications. Toujours dans ce contexte, 35 cas d'incendie ont été enregistrés par le BNGRC ce mois de septembre et le mois d'octobre. Cela s'est produit dans 13 régions. En général, une négligence est à l'origine de ces sinistres. 13 cas ayant déjà bénéficié de réponses en urgence, 2 en cours d'acheminement, 11 en attente d'organisation de réponse, 9 parmi les 35 n'ayant pas forcément besoin de réponse du BNGRC. On note que plus de 25 cas d'incendie sont inclus dans l'envoi des aides du BNGRC. Toujours dans les actualités sociales, la construction du CSB de Manarapinch dans la commune de Tanzumbato va débuter cette fin de semaine, a déclaré le maire Tuvu Rakutuzouar ce jour. Pour rappel, c'était durant le passage du président de la République Andrzej au mois de janvier que ce dernier a demandé la construction d'un CSB de Manarapinch dans cette commune. Radramananzatouf, Anzara Zanarvelu. Selon les déclarations de Tuvu Rakutuzanaar, maire de la commune de Tanzumbato, ce nouveau CSB2 Manarapinch va être construit dans l'enceinte du CSB2 actuel. Cette fin de semaine, l'entreprise qui va prendre en charge les travaux de construction va procéder à la démolition de ces clôtures. Toujours dans le domaine de la santé, la commune de Tanzumbato a également reçu un nouveau bloc sanitaire. Des Fouktagnes au sein de cette commune ont également bénéficié des infrastructures similaires à celle-ci. Et chaque mercredi, la députée élue dans le 2e arrondissement de la capitale apporte des compléments alimentaires aux élèves des écoles primaires publiques de sa circonscription. Une initiative visant à augmenter le taux de scolarisation, mais aussi de compléter le travail du ministère de l'Éducation nationale qui se charge des cantines scolaires. Aujourd'hui, c'est au tour de l'EPP d'Ambouimtsimbn de recevoir de tels dons. Natera Koutmav, Zaranjiansou. Parmi les problèmes que rencontrent les élèves au sein de l'école primaire publique d'Ambouimtsimbn, le manque de moyens des parents, une situation qui impacte sur la scolarisation de leurs enfants. Les élèves sont souvent mal nourris et les parents se tournent vers l'école pour nourrir leurs enfants, selon la directrice de l'EPP d'Ambouimtsimbn, qui enchaîne que la plupart des parents d'élèves travaillent comme lavandières ou bonnes de maison. Cette année néanmoins, le taux de scolarisation des élèves au sein de l'EPP a atteint les 90%. Une nette augmentation comparée à l'année précédente qui était de 75%. L'école a fourni des efforts pour atteindre ce chiffre à travers la sensibilisation des parents, mais aussi la mise en place de cantines scolaires par le ministère de tutelle, sans parler des aides octroyées par les personnes de bonne volonté, comme la députée élue dans le 2e arrondissement, qui apporte des compléments alimentaires aux élèves. Une action qui se complète avec celle du ministère, selon l'Intracoutmang, et qu'elle tient chaque mercredi avec son équipe. Aujourd'hui, 415 enfants ont reçu des compléments alimentaires. Outre cette action, la CUA prendra en charge la réhabilitation des blocs sanitaires au sein des écoles publiques de la capitale. Et puis 6% du budget sont dédiés à la jeunesse à Madagascar, selon l'association des jeunes OBS ou Observatoire des jeunes citoyens engagés à Mada. Il faut envisager l'augmentation de ce budget pour que la jeunesse puisse participer au développement selon leurs demandes lors de leur rencontre avec les parlementaires de Simbazaz aujourd'hui. Il a également été question lors de cette réunion de trouver un moyen pour protéger les jeunes. Radramananzatouf, Anzara Zanarvelu. Le chômage, le manque d'expérience, le manque d'équipement et de budget alloué à la jeunesse, tels sont les problèmes soulevés par ces jeunes membres de l'OBS Mada lors de leur rencontre avec les députés à l'Assemblée nationale ce jour. Ces jeunes ont demandé une solution devant les institutions législatives. L'OBS Mada est l'association des jeunes issus des 23 régions. Ils sont répartis dans 100 districts et 600 communes. Le président du Forum des jeunes parlementaires, qui était parmi ceux qui ont assisté à la rencontre avec ces jeunes, a indiqué que la demande de ces jeunes peut être mise en œuvre à Madagascar. Au cours de cette réunion, la question de l'instabilité et de la vie nationale en général a également été abordée.
Dans un tout autre sujet, l'ouverture de l'atelier sur la recommandation 205 de l'OIT, l'emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience, s'est tenue lundi dernier à Ivatu avec la présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et du chargé de bureau de l'OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles. Felana Ragoutouarsoul pour plus de détails. Madagascar fait face à des défis énormes en matière de pauvreté, d'inégalité, d'injustice, de catastrophes naturelles et bien d'autres. Les impacts dévastateurs de ces phénomènes sur la société et l'économie sont ressentis de manière disproportionnée par les groupes de population les plus vulnérables, notamment les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes déplacées. Face à cette situation, l'OIT a organisé un atelier pour informer et sensibiliser les parties prenantes sur la recommandation 205 et de promouvoir l'approche avec la participation de tous les acteurs concernés. L'OIT a également effectué des efforts pour répondre aux urgences ces dernières années à travers des projets de réhabilitation des écoles primaires publiques, des centres d'enseignement technique et de formation professionnelle dans plusieurs régions victimes des cyclones, de renforcement de la résilience communautaire face à la crise Covid-19 et à la sécheresse par le biais de travaux verts dans les districts d'Ambossar et de Bekili. Côté sport, l'Orange Pro League débutera le 19 novembre. Une réunion s'est tenue hier sous l'initiative du nouveau président du CFEM ou Association des clubs de football élite de Madagascar, Enzo Ragoutouarmanen. La réunion a rassemblé les dirigeants du CFEM, les clubs et bien évidemment la staff de la FMF. Par ailleurs, la FMF ouvrira une période de mutation exceptionnelle au club de l'OPL du 1er au 15 novembre. Concernant le système de compétition, il est également décidé par le CFEM et les clubs que la formule de l'année dernière sera maintenue, soit une première phase à 2 conférences, puis une seconde phase des play-offs. À l'international, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz vont tenter ce jour de relancer le tandem franco-allemand, plombé par une série de différends, de l'énergie à la défense, sur fond de guerre en Ukraine. Reportage de France 24. Ce midi à l'Elysée pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron. En plein froid depuis plusieurs semaines, les deux dirigeants expliquent vouloir renforcer leur coopération. Dans les faits, plusieurs dossiers posent problème. Les explications à Berlin de Pascal Thibault. On a deux modèles très différents qui s'opposent. En France, on a du mal à comprendre pourquoi l'Allemagne a, durant des décennies, renforcé sa dépendance à l'égard du gaz russe. En Allemagne, on a peu de compréhension pour le modèle, disons, nucléaire qu'a façonné la France durant des décennies. On a vu que les réponses communes étaient difficiles depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Allemagne a été critiquée pour avoir, dans la panique en quelque sorte, conclu des contrats ces derniers mois, notamment de gaz liquéfié, ce qui a contribué à augmenter les prix. L'Allemagne aussi, en raison de cette dépendance, s'oppose à un plafonnement pour l'achat du prix, pour l'achat du gaz sur les marchés internationaux, craignant que les fournisseurs aillent voir ailleurs, alors que Paris y est favorable. À Paris, on a critiqué le fait de ne pas avoir été informé du bouclier énergétique de 200 milliards d'euros annoncé par Olaf Scholz il y a quelques semaines. On critique une politique égoïste de l'Allemagne qui, elle, souligne que cela correspond à ses capacités économiques. Donc, beaucoup de tensions aussi sur des dossiers énergétiques. On pourrait rajouter le gazoduc entre l'Espagne et la France auquel tenait l'Allemagne pour justement utiliser le gaz liquéfié qui arrive dans les ports espagnols. Et un manifestant pro-démocratie a été tué mardi au Soudan où des milliers de personnes ont défilé pour dire non au pouvoir militaire, un an jour pour jour après le putsch qui a plongé le pays dans le chaos. France 24. Les pro-démocraties bravent chaque semaine la répression. On manifeste pour dire une chose, on ne veut pas de compromis politique, on ne veut pas de partenariat avec l'armée, pas de négociation et pas de solution politique. On n'est pas là pour discuter du putsch. On veut le renverser et pour ça on est prêt à payer le prix, même de notre vie. Le 25 octobre 2021, le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, faisait arrêter les dirigeants civils avec lesquels il avait accepté de partager le pouvoir 2 ans auparavant. Depuis,
118 personnes ont été tuées dans les manifestations. Dans le même temps, le pays connaît une crise économique et sociale sans précédent. Le prix du panier alimentaire a augmenté de 137% en un an. Plus d'un tiers des Soudanais souffrent de la faim. Le peuple soudanais meurt de faim, donc il n'accepte rien de tout ça. On sera là le 25 octobre, on sera là le 30 octobre. Tout le monde va manifester dans toutes les villes. Le régime du boucher Al-Bourhan va tomber, c'est sûr. Un an après le coup d'État militaire au Soudan, de nombreuses incertitudes demeurent. Aucun observateur n'imagine possible la tenue des prochaines élections, promises à l'été 2023. Pour terminer, le mois d'octobre est marqué par la campagne annuelle mondiale Octobre Rose qui sensibilise les femmes au dépistage du cancer de sein. Au Nigeria, première économie d'Afrique, 4 cas sur 5 se terminent par le décès de la patiente. Reportage avec France 24. Chaque seconde est une vraie urgence pour le docteur Femi Olaleye. Entre dépistage, soins et suivi, il vit des journées à flux tendu. 80 000 femmes se sont enregistrées dans son centre spécialisé dans la lutte contre le cancer du sein. Ce gestionnaire de projets de santé est rarement dans son bureau, car il mène lui-même les 30 interventions hebdomadaires programmées à son agenda. Si je ne peux pas essayer d'enlever ce nodule à cette taille, il va grossir. Si c'est cancéreux, c'est une mauvaise nouvelle pour cette dame. C'est très contrariant et affligeant que tant de femmes que j'aurais pu aider avec mes procédures médicales ici ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin. Sur ce parking de Lagos, Chioma occupe un espace d'à peine 2 mètres carrés. Guérie du cancer du sein, elle vend ici des vêtements d'occasion. Des tumeurs lui ont été diagnostiquées l'an dernier. Pourtant insolvable, cette maman de 3 enfants a pu débourser les 3 500 € nécessaires pour le traitement grâce à une campagne de dons via WhatsApp. Ça n'a vraiment pas été facile. Même payer un repas quotidien était compliqué à cause du coût du traitement que je suivais. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis guérie. La fondation du docteur Femi a été le maillon fort pour sauver Chioma. Près de 80% des femmes atteintes du cancer du sein décèdent au Nigeria. Officiellement, 26 000 nouveaux cas sont détectés chaque année, mais ces chiffres sont loin de la réalité par manque de structures médicales spécialisées. Vraiment, à l'échelle nationale, c'est comme si je ne faisais qu'effleurer la surface. Parce qu'un service comme celui-ci, nous en avons besoin dans chaque gouvernement local du Nigeria. Parce qu'évidemment, il y a des femmes partout. Dans un pays de 200 millions d'habitants, que peut faire un seul médecin? Nous avons besoin d'un service dédié au dépistage du cancer pour les Nigérianes. Après 10 ans de carrière de médecin en Grande-Bretagne, le docteur Femi a démissionné pour rentrer au Nigeria. Et depuis 2008, il se bat au quotidien pour augmenter l'espérance de vie des Nigérianes atteintes du cancer du sein. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.